1860, le mont Liban est en flammes. Des villages sont pillés, brûlés et des milliers de chrétiens sont massacrés. Et soudain, Napoléon III débarque avec ses troupes pour sauver les chrétiens d'Orient. Derrière ce noble objectif se cache une réalité beaucoup plus complexe. Une manœuvre géopolitique pour redessiner le Moyen-Orient et qui scellera l'attachement de la France au Liban. Comment une intervention humanitaire est devenue le premier acte d'un jeu impérialiste? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les dessous de la première intervention humanitaire de l'histoire, celle du massacre de Damas. Et restez bien jusqu'à la fin, vous comprendrez comment ces événements ont façonné le Liban d'aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas à pousser cette vidéo à votre entourage, à liker, commenter, vous abonner. C'est important de lever le voile sur tous ces conflits, ça m'aide pour le référencement et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. Alors revenons un peu en arrière pour comprendre le contexte explosif du Mont Liban dont j'ai raconté l'histoire durant la précédente vidéo. Depuis des décennies, le territoire est en crise. Deux communautés s'affrontent pour le pouvoir dans un système féodal de paysans face à leur seigneur qui n'attend que de s'effondrer. Alors d'un côté les Druzes, leur société est tribale, très hiérarchisée mais économiquement assez stagnante. Ils vivent dans un monde, pour résumer, qui s'accroche aux traditions et sont frustrés par tous les changements qui sont apportés par la modernité. De l'autre côté, les maronites chrétiens vivent une dynamique complètement inverse. Alliés historiques de la France depuis les croisades, ils profitent de l'essor du commerce mondial et grâce à leurs liens avec les commerçants français et les missions religieuses, ils prospèrent dans le commerce de la soie. Les deux communautés vivent a priori séparées, mais la forte démographie des maronites les pousse vers le sud, formant ainsi des villages mixtes où les paysans et marchands maronites sont soumis aux seigneurs druzes. Et dans ces villages mixtes, la montée en puissance des maronites perturbe profondément les Druzes. Alors au début, je l'avais raconté, on est plutôt sur des révoltes contre le système féodal, c'est-à-dire que les paysans se plaignent du prélèvement injuste et du partage des terres et veulent se révolter contre les seigneurs. Mais après l'occupation égyptienne de 1830, toutes ces tensions féodales prennent un tournant communautaire. Les maronites collaborent avec les Égyptiens, ils assassinent le chef des Druzes, Bécher Jumblat, les Druzes se retrouvent marginalisés et craignent une domination maronite. Et donc ce conflit paysan-seigneur devient maronite-druze. En 1860, lorsque l'Empire ottoman parvient à expulser les Égyptiens, c'est l'explosion. Les Druzes attaquent les villages chrétiens, les forces maronites trop faibles ne font pas le poids, et cette guerre devient très vite à sens unique, des Druzes envers les maronites, qui procèdent à un véritable massacre. Les chiffres sont effroyables. Entre 10 000 et 22 000 morts chrétiens dans la région, des villages entiers sont rasés, des milliers de réfugiés affluent à Beyrouth. À Damas, les violences atteignent même un paroxysme. En moins de 9 jours, entre 4 000 et 6 000 chrétiens sont pourchassés et massacrés. Et que fait l'Empire ottoman pendant ce moment-là? En fait, les gouverneurs locaux ferment les yeux et collaborent, car tout ce chaos sert leurs intérêts. Ils souhaitent maintenir leur autorité après la trahison maronite avec les Égyptiens. Et le monde regarde choqué. Le massacre de Damas touche profondément l'opinion catholique française, et c'est là que Napoléon III décide d'intervenir. Pour des raisons humanitaires, oui, mais pas seulement. Alors officiellement, Napoléon III déclare « Nous intervenons pour protéger les chrétiens au Liban, victimes de massacres atroces. Une cause noble, mais est-ce toute la vérité ?» Alors il y a bien une volonté humanitaire en premier lieu. Ayant perdu la confiance des catholiques en France, Napoléon cherche à se racheter en défendant les chrétiens d'Orient au Liban. Dans une lettre à son ambassadeur à Londres, Napoléon III écrit « Je ne vois pas comment je pourrais résister à l'opinion publique de mon pays, qui ne peut comprendre qu'on laisse impunis non seulement les meurtres de chrétiens, mais l'incendie de nos consulats et le déchirement de nos drapeaux. » Mais derrière ce plan se cache en fait une volonté de redessiner la carte du Moyen-Orient. L'Empire ottoman est en effet à l'époque en plein effondrement et est surnommé le vieil homme malade de l'Europe. Napoléon III sait que chaque puissance européenne doit avancer ses pions afin de se garantir une place lors de la chute finale de l'Empire. Il a une vision. Le rêve impérial d'un royaume arabe sous l'influence française, avec l'émir algérien en figure de proue centrale. De plus, avec ces massacres, il y a énormément d'intérêts économiques en jeu. Le Mont Liban est en effet crucial pour le commerce de la soie en Europe. Le consul français à Beyrouth, Bentivoglio, signale dans une lettre à l'ambassadeur Touvenel « Le malaise est énorme, des sommes considérables ont été perdues par les Français, les protégés de la France et les négociants à Damas et dans le Liban. Napoléon doit agir, c'est son commerce et sa réputation qui sont en jeu, et peut-être pourra-t-il en profiter pour faire avancer son plan de grand royaume arabe. Il doit agir, mais il sait qu'il ne peut pas le faire seul. La Grande-Bretagne veille.
Elle souciait en effet les Druzes pour préserver l'Empire ottoman et lui garantir l'accès aux routes jusqu'en Inde. Lord Dufferin, commissaire britannique à Beyrouth, l'indique. La France utilise le drame syrien pour avancer ses propres ambitions impériales. Il est essentiel que nous contrecarrions toute tentative d'installation durable dans la région. Face à cette opposition, Napoléon organise une conférence internationale en août 1860 pour accorder à la France un mandat d'intervention au Liban. Face au massacre en cours, les autres puissances comme la Russie l'appuient et la Grande-Bretagne est contrainte de s'aligner. Mission officielle, aider le sultan ottoman à rétablir l'ordre. Mission réelle, asseoir la domination française. Les dés sont jetés. En octobre 1860, les troupes françaises débarquent au Liban. Et derrière les grands discours, c'est un jeu d'échecs impérial qui se joue entre la France, la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman. En octobre 1860, 6000 soldats français débarquent à Beyrouth. Officiellement, ils viennent rétablir l'ordre et protéger les chrétiens, mais les contraintes sont assez nombreuses. Le mandat international limite la mission à 6 mois, sans dépasser le Mont Liban. Napoléon sait qu'il doit agir prudemment, et ses adversaires ne sont pas inactifs. Du côté de l'Empire ottoman, le sultan envoie son émissaire Fouad Pacha pour rétablir l'ordre. Son objectif ? Réprimer rapidement les Druzes pour rendre l'intervention française complètement inutile. Manu militari, il pacifie Damas en exécutant des dizaines de potentiels suspects. Du côté britannique, les consuls anglais comme Lord Dufferin surveillent les troupes françaises et leurs moindres mouvements. Lord Dufferin l'indique, une présence prolongée des troupes françaises au Liban transformerait cette crise en un prétexte pour une occupation permanente. Nous devons éviter ce piège. Finalement, l'intervention française est limitée. Les troupes se contentent d'une marche symbolique dans le Mont Liban. Leur seule présence rassure les chrétiens. Les troupes ne se rendent même pas à Damas qui est déjà stabilisé par les Ottomans. Les ambitions de Napoléon III sont freinées, il n'imposera pas son contrôle sur le Levant. Alors cette intervention de 1860 marque un tournant historique. Le Mont Liban est pacifié et réorganisé, et une nouvelle entité voit le jour, la Mutasarrifia. Le Mont Liban devient une province autonome, réunifiée sous un gouverneur chrétien, choisi d'un commun accord entre les puissances européennes et l'Empire ottoman. Ils reprennent les enseignements du serment d'Antélias qu'on a vu dans la précédente vidéo, et un conseil administratif multiconfessionnel voit le jour, intégrant des quotas pour chaque communauté, maronites, druzes, grecs catholiques, orthodoxes, sunnites, chiites et j'en passe. C'est la fin des violences, la stabilité est retrouvée, les maronites se sentent protégés, les privilèges des chefs féodaux sont abolis, et la bourgeoisie maronite se consolide grâce au puissant réseau français. Le système est basé sur des confessions religieuses, équilibre fragile, mais à la base du Liban moderne. Pour Napoléon III, c'est un gain symbolique, et le bilan est mitigé. Il ne réalise pas son rêve d'un royaume arabe sous l'égide française. Les troupes françaises quittent la région en 1861 sans avoir imposé d'influence durable au-delà des maronites. La France renforce son rôle de protectrice des chrétiens d'Orient et Beyrouth reçoit une immigration de masse de tous les réfugiés, lui permettant de devenir un bastion commercial et culturel sous forte influence française. La prospérité revient avec la reprise du commerce de la soie. La France développe sa clientélisation maronite en investissant dans l'éducation, les missions religieuses et la culture locale. Ces liens deviennent un levier pour la France dans la région jusqu'à la création du Mont Liban en 1820. Alors cette intervention française de 1860, mission humanitaire ou manœuvre impérialiste? Si l'intervention a stabilisé le Mont Liban et effectivement réussi à stopper tous les massacres, que ce soit directement via l'armée française ou simplement à cause de leurs menaces, elle a également marqué l'officialisation d'un système confessionnel assez rigide qui façonnera le Liban moderne. La France a-t-elle sauvé le pays ou jeté les bases des fractures d'aujourd'hui? La question reste ouverte, mais une chose est sûre, ces événements de 1860 nous rappellent que derrière les grands idéaux se cachent toujours des grandes ambitions.